Janvier 2010, je suis dans la dernière de mes années de lieutenant. Je reviens du Tchad avec mon peloton et le colonel qui commande le régiment me confie une trentaine de soldats pour les former au certificat militaire élémentaire. Ce certificat, c'est leur première marche de progression au sein de l'institution. Il ne faut pas la rater. J'ai 9 semaines pour en faire des chefs d'équipe. Les maîtres mots sont responsabilité et confiance. Cette formation, elle est délicate pour eux parce que pour la première fois, ils vont être confrontés à l'autonomie. Ils étaient en effet jusque-là guidés en permanence au sein de leurs unités. Nous débutons la formation, le rythme est dense, mais nous nous apercevons rapidement qu'un certain nombre d'individus tentent de se préserver, d'en faire le minimum, de se comporter en rentier de l'indécision. C'est bien sûr contraire à l'esprit de la formation, et c'est un peu difficile à digérer pour des cadres qui s'investissent sans compter. Nous accentuons donc les prises de responsabilité pour obliger ces passagers clandestins à se mettre pleinement dans l'esprit de la formation. Un candidat persiste dans son comportement, mais arrive à se soustraire à la sanction disciplinaire. 2 exemples de ce comportement. Chaque matin débute par la lecture d'un commentaire d'un article. Ce commentaire, ils l'ont préparé de journal. Ce commentaire, ils l'ont préparé la veille avec nous. Nous les aidons dans cet exercice. Lui, le matin de sa restitution, singe volontairement sa restitution. Elle est ridicule. Ensuite, fin janvier, une nuit de neige, nous organisons une longue marche individuelle. C'est un exercice assez éprouvant physiquement. D'ailleurs, même les plus aguerris arrivent à la fin de la nuit vraiment marqués. Lui, assez chétif et frêle, arrive frais comme un gardon. Tous le soupçonnent d'avoir bénéficié de la voiture d'un Breton bienveillant. Il nie, je ne peux rien prouver. Le stage se poursuit. Mais ces marques de sa mauvaise foi se multiplient. Son attitude est exaspérante. À la fin de la formation, sans aucune surprise, il n'obtient pas la note nécessaire pour avoir sa qualification. Ils sont 2 d'ailleurs dans ce cas. Mais l'autre candidat, fort de sa première expérience, se motive déjà pour prendre part à la formation suivante et réussir sa qualification. Lui ne réagit même pas. Nous rendons tous les candidats à leurs unités respectives, mais quelques jours plus tard, son commandant d'unité m'appelle. La veille, à la revue de la garde, lorsque le colonel qui commande le régiment lui a demandé à quoi il pouvait attribuer son échec, sa réponse fut immédiate. J'avais décidé dès le début de ne pas lui attribuer sa formation parce que je ne l'aimais pas. Le colonel me demande de le recevoir le lendemain pour clarifier la situation. Je suis un peu exaspéré de devoir me justifier devant quelqu'un qui, pour moi, est un tir au flanc. C'est un ordre, je m'exécute. Bien entendu, je prépare mon intervention, mon entretien, avec toutes les notes des tests hebdomadaires qu'il a passés, et surtout celles de l'évaluation finale, qui prouve bien qu'il n'avait pas le niveau pour avoir sa qualification. La démonstration me paraît claire. Elle ne l'est pas pour lui, il persiste et signe ses reproches. À ce moment-là, je suis trop hors de moi pour me rendre compte que finalement, son attitude, j'aurais pu la prévoir. De tels types d'individus commencent d'abord par incriminer les autres, plutôt que de se remettre en question. Son attitude pendant l'entretien est en outre pleine d'insolence. Et je ne comprends toujours pas comment il peut s'enferrer dans un déni de raison et dans une attitude que je juge indigne d'un soldat. Je demande alors à être reçu par mon chef de corps pour lui expliquer la situation, lui expliquer que l'attitude de ce soldat a été pour moi inacceptable, pour lui expliquer qu'on ne pourra jamais lui confier de responsabilité et surtout qu'il n'a rien à faire au régiment. Le colonel entend ce que je lui dis, il accepte effectivement de punir le soldat pour son attitude, mais refuse à ma grande surprise d'entamer les démarches pour résilier son contrat. Je me sens un peu désavoué et je ne sais pas
vraiment comment expliquer cette décision à mes cadres qui se sont investis tout autant que moi et qui sont tout aussi furieux que moi. Je ferai part de mon étonnement à mon chef de corps, qui prendra le temps de m'expliquer. Ton première classe a commis une faute avec son attitude insolente, je l'ai puni, mais je ne veux pas de double peine. J'insiste un peu maladroitement, en tentant de réexpliquer à mon chef qu'on ne pourra jamais lui confier de responsabilité, qu'il n'a rien à faire au régiment, et surtout qu'on ne peut pas miser 1 euro sur ce soldat. Cette dernière phrase m'échappe, elle marque la fin de l'entretien. Je pars 2 ans en Nouvelle-Calédonie en mission. Je suis donc à des milliers de kilomètres de mon régiment et de cette histoire que j'oublie quelque peu. Une fois revenu de mission, en métropole, je réintègre mon régiment et je sers dans un escadron où je n'ai jamais servi, que je ne connais pas. Cet escadron est d'alerte. Et quelques jours après mon arrivée, nous sommes déclenchés en opération. Nous préparons notre affaire jour et nuit et très rapidement nous arrivons sur le théâtre. Quelques jours intenses de prise en compte de la mission, sous tension, et je croise un caporal qui me salue très formellement. Je ne fais pas le lien immédiatement. J'en parle malgré tout à mon commandant d'unité qui me remet sur la piste de ce soldat. Je ne peux pas le croire. Dans mon souvenir, ce soldat était vraiment chétif, un peu malingre. Le caporal que j'ai croisé aujourd'hui est impressionnant physiquement. Mon commandant d'unité m'explique que depuis 2 ans, son attitude a été bonne au régiment, raison pour laquelle il a été projeté avec nous en renfort de l'escadron. Je précise à mon commandant d'unité que j'ai toujours des doutes à son sujet et que pour moi, je ne donne pas cher de son comportement lors des combats qui s'annoncent. 1 mois d'une mission délicate de contrôle de la ville et contrôle de l'aéroport fait vivre l'unité un peu en vase clos. Donc je croise mon caporal tous les jours. Et il peut lire dans mon regard, comme je peux faire dans le sien, que nous revivons cet entretien à chaque fois que nous nous croisons. Le lien de confiance n'est pas rétabli. La bataille aura lieu quelque temps plus tard, et après quelques jours, je croise son chef, et mine de rien, je lui demande ce qu'il en est advenu de ce caporal pendant les combats. Son attitude a été bonne, il a été fiable. Son chef, je le connais très bien. Il s'étonne quelque peu de ma question, car depuis le début de la mission, il n'a jamais eu à se plaindre du comportement de ce caporal. Le lien de confiance est rétabli. Nous revenons au régiment, je commande mon unité et j'oublie quelque peu ce caporal qui, je crois, depuis, en plus, a quitté le régiment. Je ne me soucie pas de ce qu'il devient. Mais quelques années plus tard, lorsque j'arrive comme formateur à Saint-Cyr, au cours d'un cours de commandement que je donne à de jeunes sous-lieutenants, c'est un cours à propos de la justice dont doit faire preuve le chef avec ses subordonnés, ce cas me revient peu à peu. Et au fur et à mesure que j'évoque les détails et que j'essaie d'en extraire les principes de commandement, je me rends compte que mon chef de corps a eu raison à l'époque et que pour ma part, j'ai eu tort. Alors les questions que ça soulève sont multiples pour moi. La première, dans quelle autre institution ce soldat, ce caporal, aurait-il pu avoir une seconde chance ? La deuxième question, quel effet profond peut avoir notre institution pour permettre à de jeunes gens, avec des repères pour le moins fragiles parfois, de se structurer ? Qu'est-ce qui a permis à mon chef de prendre une meilleure décision que la mienne ? Est-ce qu'il a fait un pari ? Je ne crois pas qu'il ait fait un pari. Qu'est-ce qui lui a alors permis de prendre cette bonne décision ? Bien entendu, son expérience. Mais alors moi, jeune officier à l'époque, comment aurais-je pu résoudre ce paradoxe ? Comment peut-on procurer de l'expérience en temps et moyens contraints à de jeunes chefs qui iront au combat avec leurs hommes ?
sans commettre les erreurs que j'ai pu faire. La réponse peut paraître évidente pour vous, elle ne l'était pas pour moi. M'est alors rapidement revenue cette célèbre phrase, mais qui est trop peu souvent suivie de conclusions vraiment exploitables. La véritable école du commandement est donc la culture générale. Pour se connaître, comprendre les autres, savoir ce qui les fait se mouvoir, il faut former à ce qu'on appelait à l'époque les humanités. Ce condensé d'expériences qu'est la culture générale est pour moi la clé du commandement. Finalement, ce caporal croisé à 3 ans d'intervalle m'aura donné l'occasion de trouver mes propres réponses sur le commandement, autant que j'espère, nous lui aurons donné l'occasion de se structurer. À la fin de cette histoire, qui est un peu une fable, au sens le plus noble du terme, j'en retire 2 morales. La première, c'est que la satisfaction de voir grandir les subordonnés qui nous sont confiés prime sur toute autre considération. La seconde, c'est que ce lien de confiance, ce don mutuel qui se tisse lors de la formation, nous donne la performance au combat.